J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Tanit. Merci beaucoup de faire partie de la But First Academy. Déjà, pour commencer, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, Marlène. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Avant qu'on commence à parler d'épuisement, de fatigue, de développement business, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et à quoi ressemble ton quotidien? Alors, je m'appelle Tammy Tefeli, je vis à Toulouse et mon job, c'est d'accompagner les naturopathes à créer une activité qui marche sans galérer pendant 2 ans à enchaîner toutes les erreurs de débutante, ni passer par la fameuse case du burn-out dont on Mhm. va parler aujourd'hui. Ma journée type, comme beaucoup d'entrepreneurs, elle varie beaucoup d'une période à l'autre, d'un jour à l'autre. Mais grosso modo, j'ai une routine, on va dire. Donc, je prends toujours un moment le matin pour répondre à mes clientes. J'ai un groupe Slack qui leur est dédié, donc je prends le temps de répondre à mes clientes en priorité. Et par la suite, soit j'ai des rendez-vous le matin, des séances individuelles justement avec mes clientes. Donc, s'il y a des séances, je fais ces séances-là et après, je m'occupe de faire des comptes rendus que je leur envoie. Et sinon, le reste du temps, je travaille sur mes projets à moi. Là, actuellement, je fais une refonte, mais ça peut être la préparation d'un lancement, ce genre de choses. Et le soir, je refais un check-up des messages, des mails, etc. Je pense qu'on en parlera pendant Mhm. l'épisode de podcast, justement, mais voilà, je bloque des créneaux le matin et le soir pour répondre à mes mails au lieu de le faire toute la journée. Ok. Et comment du coup tu t'es lancée dans cette aventure? Est-ce que ça a toujours été inné? Tu as toujours voulu accompagner les naturopathes? Tu as toujours voulu te spécialiser dans ces thématiques? Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Alors, mon arrivée dans l'entrepreneuriat, elle s'est faite en plusieurs étapes chez moi. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur agro. Je travaillais comme chef de projet marketing pour des marques alimentaires et cosmétiques bio. J'adorais ce métier, mais je suis quelqu'un qui a toujours été très passionné et très Mhm. libre. Avec du recul, je me demande même comment j'ai pu atterrir en salariat tellement, en fait, j'avais toujours voulu travailler à mon compte. Mais du coup, assez naturellement, au bout de quelques années, j'ai fait une reconversion pour devenir naturopathe, qui était une passion de longue date. Et là, ça a été vraiment le gros coup de cœur parce que ça m'a permis de mêler à la fois ma Mhm. passion pour la naturopathie, mais aussi toutes mes autres casquettes que j'adorais, c'est-à-dire la stratégie, le marketing, la com, la vente, la relation client, voilà, toutes ces casquettes-là. Mhm. Du coup, je me suis éclatée dans cette activité. Ça a très bien marché très vite. Et comme ça marchait bien, en fait, petit à petit, je recevais des messages de naturaux qui me contactaient sur Instagram ou des naturaux que je connaissais aussi dans la vraie vie qui me demandaient de l'aide. Et du coup, je me suis mise à leur faire des mini-cours sur comment utiliser Instagram. Je leur Mhm. montrais les outils que j'utilisais. Je les aidais à améliorer leur contenu, etc. Et du coup, ça m'a tellement plu que j'en ai fait un programme que j'ai appelé la Naturo Business School. Ok. Et aujourd'hui, encore à ce jour, c'est mon programme phare. Et petit à petit, c'est devenu mon activité à temps plein. Incroyable de voir à quel point de simples questions qui nous entourent peuvent, toi, mettre le doigt sur ton cœur de métier et surtout sur ta zone de génie et te dire, bah, OK, let's go, on part sur cette niche et en plus de ça, j'adore les aider. Aujourd'hui, on va surtout parler de développement business parce que bah, toi, tu as touché un peu à tout aussi et tu aimes bien explorer tant le monde du travail dans sa globalité. Et une thématique qui revient le plus en ce moment, c'est vraiment la fatigue, le fait de se sentir un peu démotivé, voire même il y a certaines personnes qui vont jusqu'au burn-out. Comment est-ce qu'aujourd'hui on distingue le fait juste d'être fatigué parce qu'on n'en peut plus et vraiment l'état burn-out qui, il me semble, un état vraiment avec une apposition médicale, il me semble. Comment est-ce qu'on fait pour distinguer ça quand on a vraiment la tête dans le guidon? Alors, très simplement, sans rentrer dans des explications hyper physiologiques, médicales, quand on est fatigué, je dirais que même si là je pèse mes mots, hein, même si c'est très difficile ou très désagréable, grosso modo, on tient sur nos deux jambes. Mhm. Et surtout, si on se donne un temps de repos plus ou moins long en fonction de l'état de fatigue dans lequel on est, si on se donne ce temps de repos, on va assez rapidement se Mhm. sentir régénéré.
Ok. La fatigue et le burn-out, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Ça n'a vraiment rien à voir. Le burn-out, c'est littéralement quand on se lève, enfin, quand on se réveille un matin et que justement on ne peut pas se lever de son lit. C'est aussi simple que ça. Là où on va vraiment repérer qu'on est dans un stade de burn-out et pas simplement de fatigue, c'est on va avoir beau se donner du temps de repos et beaucoup de temps de repos, en fait, c'est comme si la jauge d'énergie, rien ne suffisait à la faire remonter. Donc ça, c'est vraiment la différence entre fatigue et burn-out. Ça s'explique au niveau physiologique parce qu'il y a un vrai effondrement hormonal. Donc on a littéralement vidé toutes les réserves d'énergie, Mm. tous les systèmes d'urgence. Euh, et on n'a plus de cortisol, cette hormone du stress qui fait qu'on peut tenir même quand on est stressé, Mhm. fatigué et tout. Là, on n'en a plus. Donc on s'effondre. Et on va mettre des mois, voire des années à retrouver notre niveau d'énergie normal. Ouais. Là où il faut faire attention, c'est que entre cette étape de fatigue et cette étape de burn-out, il y a ce qu'on appelle la phase de burn-in. Et Ok. c'est là que nous, les entrepreneurs, on est un peu dans notre zone de génie. Je dis ça un peu de manière ironique parce que on est dans notre zone de génie dans le sens où on est super nombreux, nombreuses à stagner Mm. dans cet entre-deux, à frôler le burn-out. En fait, on y reste des semaines, des mois. Je connais un Mm. tas d'entrepreneurs qui sont dans cette phase-là sans même s'en rendre compte parfois. Et ça s'explique très simplement parce que on est souvent passionné par notre job. On a compris que pour que ça marche, bah, il fallait y aller, il fallait travailler, parfois dur, tout le temps dur même au début, et qu'il fallait sortir de notre zone de confort. Et souvent, on va de challenge en challenge sans prendre le temps de se reposer, Mm. notamment parce que souvent, il y a une réalité financière qui fait qu'on a besoin que ça marche au plus vite. Donc voilà, et il y a aussi un piège qui fait que on a souvent tendance à croire que le burn-out, ça concerne uniquement les salariés qui aiment pas leur Mm. métier, ou qui Complètement. subissent un management toxique, Mm. alors qu'en fait, le burn-out entrepreneurial, c'est un vrai truc. Ça existe et j'irais même jusqu'à dire que nous, les entrepreneurs, on est la cible number one pour le burn-out. Ben, en fait, tu as tellement de trucs à gérer que ça devient compliqué. Et merci de parler du burn-in parce que tu vois, moi, pour le coup, j'en avais vaguement entendu parler. Mais c'est vrai que là, en posant des mots sur ce qui m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs dans tout mon parcours, je me rends compte que j'étais vraiment à un fil, un fil, un fil, un fil, quoi. Et Ouais. d'avoir conscience que c'est pas tout ou rien. Et c'est pas juste tu es fatigué ou tu es en burn-out, mais qu'il y a vraiment un état au milieu qui va te faire vaciller entre les deux. Et d'en prendre conscience, déjà, ça aide énormément. Euh, Mhm. Par contre, c'est vrai que face à toutes ces situations où quand on est entrepreneur, tu le disais très bien tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de nous. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut un peu qu'on soit tout le temps partout pour tout le monde. Et c'est un peu des cas où on va tous se retrouver au moins une fois dans notre vie, de se dire, mais bordel, je ne peux pas être partout. C'est un peu ce qui se passe quand on est entrepreneur. Comment faire pour réussir justement à relâcher cette pression quand en fait on n'en peut plus et on se dit, mais en fait j'ai envie de tous vous jeter en l'air. Désolée de l'expression, mais c'est vraiment le cas. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est vécue par ici. Comment tu fais, toi, pour relâcher sans perdre, tu vois, de développement business? Parce qu'il y a vraiment, tu vois, ce truc où tu te dis, si j'arrête tout, bah, il y a tout qui s'écroule, quoi. Alors déjà, je pense que c'est super important. Moi, c'est un truc que je dis tout le temps à mes clientes dont j'ai pris conscience sur le terrain. Il faut vraiment prendre conscience que quand on commence, quand on se lance, on n'est pas du tout dans un état normal et durable dans le sens où on a le feu du début, on a la Mm. passion, on est au taquet, on a l'énergie. Voilà. Et ça, ce feu du début-là, même si on adore notre job, que c'est notre passion et que ça le reste, ce feu du début, il ne dure pas dans le temps. Et donc, il faut, dès le début, mettre des choses en place justement pour Mhm. que notre niveau d'énergie soit pérenne. Il ne faut pas se cramer dès le début. Moi, je pense que les 6 premiers mois dans l'entrepreneuriat, c'est assez déterminant. Et Mhm. si on n'arrive pas très rapidement à prendre des bonnes habitudes qui nous permettent de maintenir un certain niveau d'énergie, en fait, on se crame et ça devient ingérable. Donc, déjà prendre conscience de ça. Et après, je dirais que la chose la plus importante, c'est de se connaître suffisamment bien
Mhm. pour créer une offre qui matche avec notre niveau d'énergie. Parce qu'on est tous et toutes différentes. En fait, on a tous des besoins et des envies différentes, ce qui fait que, par exemple, un introverti qui va avoir besoin de beaucoup de temps pour se recharger entre des interactions, par exemple, avec des clients, Mhm. si on lui colle une offre, enfin, si il se colle une offre où il doit coacher 300 personnes en live 4 fois par semaine, mais en fait, en 6 mois, il n'y a plus personne. On est en burn-out, c'est fini. Mhm. Donc, c'est super, super important de faire cette phase-là quand on démarre de connaissance de soi, faire des exercices, se faire accompagner, qu'importe la méthode, mais pour partir sur la bonne offre, le bon business model, Mhm. parce que voilà, des fois, il y a des modes dans l'entrepreneuriat, il y a des modes et il y en aura encore plein. Et en fait, il faut pas succomber aux trucs en vogue si ça ne nous correspond pas du tout. C'est vrai Euh, qu'il y a souvent des trucs qu'on voit un peu pop en ce moment, c'est vraiment les memberships. Sauf qu'il faut se rendre compte que le membership, il faut l'alimenter. C'est comme si vous étiez Netflix et que bah, vous aviez une production derrière et qu'il fallait bah, enfin, publier des séries, des films un peu tout le temps. Et ça demande en fait un travail qui est constant. Et je suis convaincue que ce business model ne convient pas à tout le monde parce que ça demande un travail qui est presque toutes les semaines. Alors qu'il y a des personnes qui, toutes les semaines, ne vont pas avoir ce temps-là, ni même cette envie, tu vois, de se dire, bon, ben, faut que je me remette la tête dedans. Surtout qu'il faut qu'on se le dise quand même, le membership, souvent, c'est des appels ou des appels d'offres où c'est pas non plus 3 000, 4 000, 5 000 euros. Donc, garder cette motivation toutes les semaines d'alimenter le truc, voire tous les mois d'alimenter le truc pour 10, 15, 20, 30 euros, bah, si vous n'êtes pas Netflix ou si vous n'êtes pas Disney+, à la fin, ça peut être quand même très frustrant, tu vois, surtout que si vous venez de commencer. Je suis pas convaincue que ce soit le business model qui convienne. Vous allez plus rapidement vous épuiser parce que vous allez alimenter le truc pour deux personnes. Vous allez gagner 30 à 40 euros tous les mois et vous allez vous dire, mais en fait, ça sert à quoi? Donc, je suis assez convaincue que le choix du business model ici, il est un peu déterminant quand même pour pas trop s'épuiser. Je suis partisane de dire qu'il faut quand même travailler. Et attention, hein, c'est pas lancer le truc et puis partir de l'équipage. Mais il y a un entre-deux, je pense, qui est important de mentionner. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je le vois avec clientes qui ont toutes des profils très différents. En fait, ça marche vraiment avec tous les business models, c'est-à-dire que même, enfin, par exemple, la formation en ligne, Mm. moi, j'ai des clientes qui sont des nanas hyper sociables, que ça recharge en fait d'être avec des gens, d'être avec un groupe. Et si elles sont toutes seules dans leur coin à bosser sans jamais avoir de contact, en fait, elles perdent complètement le sens de leur travail. Et voilà, je citais le cas de l'introverti qui, à l'inverse, Mm. peut-être va trouver que la formation en ligne, c'est le compromis parfait. Donc, faut vraiment, vraiment faire au cas par cas. Comment Euh, tu arrives à savoir dans quelle énergie tu es? Comment est-ce qu'on arrive à distinguer si ça nous recharge ou si justement, à l'inverse, ça nous enlève de l'énergie? Parce que mine de rien, c'est vrai que moi, tu vois, je suis une introvertie, mais c'est vrai que quand j'ai une interaction comme ça avec des gens, que ce soit à travers des réunions, à travers des podcasts et tout, bah forcément, ça me recharge. Même, tu vois, quand j'échange avec des gens, vu qu'il y a de l'adrénaline et vu qu'il y a le flow de la discussion, bah forcément, en fait, je vais me sentir un petit peu plus, pas pousser des ailes, mais ça va me donner une certaine confiance en moi. Par contre, je sais que me connaissant, je suis une introvertie dans l'âme. Du coup, comment est-ce qu'on arrive à savoir si c'est juste de l'adrénaline ou si vraiment on a besoin de se recharger après? Eh bien, je dirais que c'est en testant et c'est là que on comprend que l'entrepreneuriat, ça prend du temps et que voilà, il y a des périodes, enfin, il y a des essais qui sont, on va dire, incompressibles. Et des fois, il faut passer par le test, il faut essayer un format pour se rendre compte que ça fonctionne pas. Moi, par exemple, quand je me suis lancée en naturopathie, je faisais que des séances individuelles. Ok. Et enfin, voilà, quand ça a commencé à bien prendre, je me suis très vite rendu compte qu'en fait, je m'épuisais. J'adorais ça, mais en fait, sur la durée, je m'épuisais. Et je l'ai senti parce que, en fait, ça se passe beaucoup au niveau du corps. Déjà, tu peux avoir des sensations, tu vois, d'appréhension quand tu vois qu'il y a une journée où tu as 4 rendez-vous de 1 heure et demie, tu te dis, ouh là 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 là. Donc, voilà, ça peut être des ressentis physiques. Et Mhm. puis, ça peut être aussi, voilà, la sensation que ça te laisse après la séance. Est-ce que tu te sens vraiment vidé ou est-ce que cette séance, elle continue de te porter? Est-ce que le fait de faire une petite pause entre les interactions, ça te suffit ou pas? Tu Mhm. vois, Ouais, c'est complètement. vraiment en essayant, quoi.
Moi, j'arrive à les identifier quand je vois par rapport à ma productivité et par rapport à ma concentration. Quand je vois que, par exemple, je sors d'une réunion qui, dans les faits, m'a un peu énergisée parce qu'on était dans le feu de l'action, et que après je dois retourner à mes tâches et que je me rends compte qu'au final j'arrive pas à m'y mettre, que je suis beaucoup plus lente que d'habitude, bah forcément là je coupe. Alors que tu vois, avant, dans le feu d'entrepreneur et de se dire ok, il faut que je travaille dur, il faut que je la donne, il faut que ça marche, ben, je forçais jusqu'à 23 h, minuit, 1 h du mat, Ouais. alors que déjà depuis 14 h, j'en pouvais plus, juste pour se dire, ben, au final, je suis devant l'ordinateur et au final, c'est vrai que je travaille alors que je brassais plus devant qu'autre chose. Donc, je suis assez convaincue sur le fait de dire que ça prend du temps de déterminer ce qui va fonctionner pour nous ou non. On parlait justement des différents business models. Et c'est vrai que l'un d'eux, en entrepreneuriat, c'est du coup les lancements. Avoir des phases où on va être en lancement, d'autres phases où on va être dans l'onboarding des gens qui vont nous suivre, qui ont acheté, etc. Et c'est vrai que ce sont souvent des grosses périodes de rush. Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses sur le feu en même temps. Quand même, on a envie d'anticiper, il faut le dire. Si on a envie que ça marche, il faut parler avec beaucoup de monde, il faut faire beaucoup de choses, il faut abattre beaucoup de travail, il y a beaucoup de communication. Comment est-ce que toi, tu t'organises dans les périodes de rush comme ça, dans les périodes de lancement? Comment on fait justement pour pas se cramer et pour pas s'épuiser? Moi, déjà, il y a une chose que je fais et que je partage souvent à mes clientes. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Mais déjà, première étape, je préviens mes proches des dates de la période de lancement. Et quand je parle de la période de lancement, je parle pas juste des quelques jours ou de la semaine de lancement d'offres, mais je parle vraiment aussi, j'inclus aussi toutes les semaines de travail intense là dont tu viens de parler. Et j'explique en fait que c'est une période exceptionnelle où je vais avoir besoin de plus d'aide pour, par exemple, les tâches du quotidien. Mhm. Bon, ça, c'est quelque chose que, voilà, on a besoin d'expliquer au début. Enfin, voilà, les personnes avec qui on vit, souvent, elles finissent par comprendre comment ça fonctionne et à comprendre que c'est exceptionnel. Mais si c'est nécessaire, ça vaut le coup de rappeler aussi que c'est du donnant-donnant dans le sens où nous, les entrepreneurs, en fait, de par notre flexibilité de planning, on est souvent amenés à rendre des services. Je veux dire, quand il y a le plombier qui doit intervenir à 15 heures, bah, c'est souvent nous qui nous y collons. Donc, voilà, faut pas oublier que nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, on rend plein de services à longueur d'année. Donc, voilà, pendant les périodes de lancement qui sont exceptionnelles, on peut voilà, avoir plus d'aide de la part de nos proches. Je dirais qu'au niveau de mes priorités, je vais un peu tout mettre en suspens pour faire de la place à préserver mon énergie et à travailler. C'est vraiment voilà, les deux focus pendant toute cette période-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans ma vie que prendre soin de mon énergie et travailler. J'aimerais dire des trucs un peu plus sexy et tout, mais la réalité, c'est ça. Donc, ça va me demander ben, d'apprendre à décliner les sorties tard le soir, les week-ends à Pétaouchnok qui me demandent des trajets fatigants et les temps de repos que j'ai, même si c'est des périodes assez denses où j'ai beaucoup de travail. Bah justement, je vais d'autant plus couper les choses qui sont très stimulantes pour le système nerveux, comme les réseaux sociaux, par exemple. Comme c'est des périodes où le système nerveux il est déjà à rude épreuve, j'essaye de calmer un peu le jeu quand j'ai des périodes de repos, les soirs, les week-ends. Et j'adapte aussi mon sport, c'est-à-dire que voilà, quand on est dans des phases intenses, c'est pas du tout le moment d'aller faire du cardio, des trucs super sollicitants. Et puis voilà, j'utilise souvent des compléments alimentaires un peu particuliers à cette période-là pour justement soutenir le système nerveux. Donc ça, c'était toute la partie voilà, énergie, environnement. Et côté travail, je fonctionne de manière extrêmement simple, c'est-à-dire que je fais un rétro-planning papier. Comme ça, je peux l'avoir sous les yeux pendant toute la période du lancement. Je sais toujours où j'en suis et c'est super rassurant. Sur ce rétro-planning, je me chouchoute dans le sens où je vais vraiment détailler toutes les étapes, aussi petites soient-elles, pour que quand je vais être dans le feu de l'action et qu'il y aura peut-être du stress, peut-être de la fatigue, je puisse être rassurée sur le fait que tout est sur papier, que j'ai plus qu'à suivre le plan, entre guillemets. Mhm. Donc ça, c'est super, super rassurant. Et aussi, je prévois du mou pour chaque étape Ok. parce que voilà, on est jamais à l'abri Mm. qu'il y ait un imprévu qui nous fasse perdre du temps, un outil qui bug ou quoi que ce soit. Et plus on est débutant et plus c'est important de faire ça,
ou même quand on n'est pas débutant et qu'on teste par exemple une nouvelle stratégie, qu'on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, toujours prévoir du plus de mou sur ces actions-là parce que voilà, on peut avoir besoin de plus de temps que nécessaire. Et aussi, bah, je repars pas de zéro. Ça, c'est valable quand on a fait quelques lancements. Mais voilà, j'utilise des templates où je repars de mes contenus de vente précédents que je personnalise à fond, mais au moins la structure, la mise en page, tout ça c'est fait, ça fait gagner un temps dingue. Je repars aussi de mes bilans de lancement précédents, c'est-à-dire que j'ai pris l'habitude à chaque issue de lancement, de me prendre une grosse journée où je prends le temps de faire un bilan hyper détaillé de tout ce qui s'est passé, des résultats chiffrés, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de quelles pistes d'amélioration je prévois pour la fois d'après. Ce qui fait que quand je prévois un nouveau lancement, là encore, je refais pas les mêmes boulettes ad vitam aeternam. J'utilise aussi des scripts de vente, notamment pour les stories. Ok. Ça a été vraiment game changer pour moi. Voilà, il faut pas penser que on se retrouve avec des contenus de vente hyper lambda et que tout le monde va avoir les mêmes. Bien au contraire, c'est super personnalisable. Vous adaptez à Mm. l'offre que vous voulez vendre, etc. Mais c'est vraiment très précieux. Et puis le dernier point, c'est vraiment, je dirais, de prévoir un temps de régénération pour après le lancement, un temps qui est proportionnel à l'ampleur du lancement. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas d'équipe, je bosse toute seule. Donc, quand je fais un gros lancement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, d'expérience, je me suis rendu compte sur le terrain que, il me fallait une bonne semaine sans travail suite à un lancement pour voilà, pouvoir revenir avec une énergie, voilà, de l'énergie pour bosser, pour revenir dans mon activité. Je me rends compte que dans toutes les étapes que tu as évoquées, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu penses toujours à la Tanit du futur. Mm. C'est-à-dire que même dans l'instant T, tu vois, quand on va être en lancement, on se dit souvent, bah, tu sais quoi, je vais aller regarder ce que j'ai fait avant et puis je vais l'analyser. Tout sauf que toi, l'analyse, tu l'as déjà faite quand tu étais dans le feu de l'action et quand tu avais déjà tout en tête. C'est pas 3 mois, 6 mois après que tu vas... De toute façon, un entrepreneur va se dire, oh, bon, c'est bon, je m'en souviendrai. Et à l'instant T, on s'en souviendra pas du tout. Et en fait, toutes les actions que tu mets en place vont t'aider après, même pour le futur, pour te simplifier. Et c'est ça qu'en fait que j'aime beaucoup dans ta structure, c'est t'es pas juste dans le moment présent, t'es aussi dans le OK, là je suis en train de faire ça, mais dans 6 mois, un an, je vais pouvoir le réutiliser, je vais pouvoir le personnaliser d'une autre manière. J'en aurais aussi retiré d'autres leçons. Je trouve que c'est hyper important parce que on part pas de zéro. Généralement, les entrepreneurs, et moi aussi j'ai fait cette erreur, on se dit souvent, bon ben OK, il faut que je reprenne tout. Non, le tout ne veut pas dire que tu pars d'une base zéro. Il y a eu un bagage, il y a eu des choses qui ont été faites. Et quand bien même, oui, ça n'a probablement pas marché, ça ne veut pas dire que tu dois tout effacer et tout recommencer. Tu as une base que tu peux améliorer. Et je trouve que ta méthode de travail ici, elle est très intelligente, même dans le rechargement des énergies. Tu vois, tu le disais très bien, et c'est la première fois que je l'entends. Je prends des compléments alimentaires juste pour soutenir mon système nerveux. Mm. Parce que c'est tellement de pression, c'est tellement de stress. Et en plus, vu que tu n'as pas d'équipe, tu travailles toute seule. Je sais à quel point c'est compliqué de travailler seule. Bah, tu as vraiment toute la charge sur les épaules. Donc, si tu ne veux pas t'épuiser à la fin, tu dois mettre en place toutes ces petites choses. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est vrai que je l'ai beaucoup retrouvé, toi, dans ta communication, c'est la nuance dans nos propos, la nuance dans ce que l'on va dire et dans la nuance dans ce que l'on va voir. Est-ce que la réalité de chacun dépend de comment est-ce qu'on va percevoir les choses? Je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit les entrepreneurs voilà, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ils communiquent que ce qu'ils veulent, slash ce qu'ils peuvent montrer. C'est-à-dire que on a souvent tendance à croire que les entrepreneurs ne montrent que ce qui les arrange. Ils essayent de nous montrer la face positive de leur activité, de leurs résultats, etc. Mais faut pas aussi oublier que les entrepreneurs, quand ils vivent un coup dur, que ce soit voilà un coup dur perso ou une période où au niveau de la santé c'est compliqué, là on parlait d'épuisement et tout, ça peut être ça. Non seulement c'est pas forcément leur cœur de métier de partager ça, mais en plus de ça, quand on est dans une période compliquée, c'est pas forcément le moment de le partager. C'est pour ça que souvent on voit des entrepreneurs
on a tendance à les envier, etc. Et en fait, 6 mois plus tard, ils avouent que en fait, à cette période-là, ils étaient limite burn-out, que c'était horrible leur vie perso, que ça a été très très dur à gérer, qu'ils ont failli jamais s'en relever, etc. Mm. Donc je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que voilà, on ne voit qu'une partie de la vie des gens et on le voit même à titre individuel. Enfin, moi, je connais personne, aucun entrepreneur dans mon entourage qui partage 100% de sa vie et on n'est pas là pour ça, en fait. Les réseaux sociaux, c'est un canal d'acquisition client. Pour nous, c'est pas du tout, enfin, voilà, c'est pas le but d'étaler notre life. On n'est pas là pour raconter notre vie. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire que la création de contenu, elle ne nous concerne pas nous, c'est vraiment sur l'autre. Et raconter sa vie juste pour raconter sa vie, moi, ça me dérange un peu comme principe, j'avoue. Après, je sais qu'il y a des personnes qui le font très, très bien. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles le podcast de la But First Academy existe, parce que je me suis vraiment rendu compte qu'il y a un temps de latence entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on voit et ce qui se passe réellement. Et, Mm, et j'avais vraiment à cœur de, même à travers mon Instagram, de montrer aux gens que parfois c'est pas évident. Euh, Moi, je sais que parfois je reçois des messages du style «Ah, tu m'inspires tellement, machin». Et ça me fait vachement de bien de le lire, mais la personne, elle n'ose imaginer qu'une heure avant, j'étais en boule sur mon canapé à pleurer et à me dire, mais comment est-ce que je vais faire pour juste abattre autant de travail? Et le pire dans tout ça, petite spoiler alerte pour toutes celles qui nous écoutent et qui sont encore dans le feu de l'action, c'est quand vous avez le plus de trucs à faire que vous allez vous-même vous mettre plus de bâtons dans les roues en vous demandant, mais je commence par où? Je commence par quoi? Et je fais quoi en fait là? Et moi, ça m'est déjà arrivé et très récemment, hein. C'est pas parce que vous voyez un gros compte Instagram, une bonne communauté, de très belles ventes et j'en suis très reconnaissante, mais à côté de ça, les gars, je vous jure, c'est dans ma tête, la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est pas juste genre pour faire genre, c'est la vraie vie. Et on n'est pas là pour édulcorer la vraie vie. Et c'est pour ça aussi que j'avais très envie qu'on ramène ce sujet avec Tanit, parce que j'ai bien conscience que tout le monde vous dit que il y a une vraie différence entre la discipline et la régularité, la motivation, qu'il faut se la donner, qu'il faut travailler dur. Et je suis la première à vous dire qu'il faut travailler dur, mais je suis également la première à vous dire que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés et il va y avoir des obstacles dans tous les cas. L'important, c'est juste de ne pas se laisser abattre et de distinguer dans quel état émotionnel on est. Parce que mine de rien, ben, notre corps, c'est aussi notre moteur. Et si on n'arrive pas à avancer, ben, on fait rien. Comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'ai pendant très longtemps, tu vois, été dans le burn-in sans réellement trop le savoir et, euh, et de te rendre compte aussi que tu es dans une énergie complètement différente qu'il y a un mois, ben, en fait, tu te remets direct en question et tu te dis, putain, mais merde, mais j'aime plus trop ce que je fais. Mais pourtant, genre, c'est ça qui me définit, genre, c'est ça que j'adore. Mais là, j'ai plus la force. Quelle est, toi, ton approche aujourd'hui pour alléger ton emploi du temps ou du moins réussir à, je dirais presque à faire baisser la cocotte minute parfois pour en fait réussir à faire tout ce que tu dois faire à côté. Parce que si t'as pas ces temps-là d'équilibre, tu t'en sors pas. Je pense qu'une des choses qui m'a le plus aidée, et ça, je l'ai pas mis en place immédiatement, mais presque, c'est de garder un pied avec le monde hors business. Alors là, s'il y a des salariés qui nous écoutent, ils vont se dire, mais elle a pété un câble. Mais en fait, quand on est entrepreneur, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont se reconnaître là, parmi les personnes qui nous écoutent. Mais moi, ça peut tellement facilement m'arriver de ne pas sortir de chez moi pendant 3 jours parce que je suis à fond dans mon boulot et que je vois pas le temps passer, etc. Ça peut m'arriver, mais vraiment, mais comme ça. Et ça peut m'arriver de sortir de chez moi et de me dire, ah, mais c'est vrai qu'en fait, enfin, mon business n'est pas le centre du monde. Il y a tout ça aussi. Il y a des gens qui se baladent dans la rue, il y a des enfants qui jouent au parc, en fait. Et c'est là que je me rends compte que, enfin, à quel point on peut se déconnecter complètement du monde réel quand on bosse de chez nous, d'autant plus, et qu'on est seul dans notre activité, qu'on est à fond, quoi. Donc vraiment, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de garder un pied dans le monde hors business et par là, j'entends des trucs tout simples. Par exemple, moi, je vais marcher tous les jours. J'aurais jamais cru il y a quelques années que ça allait être mon pilier. Mais maintenant, je m'oblige Mm. à sortir de chez moi. Et même dans les périodes de rush, en fait, je m'en fous, même si c'est pour faire un tour de pâté de maison qui dure 10 minutes. Mettre le nez dehors, en fait, ça change tout à mon activité et à comment je me sens. Et Mhm. ça me permet de relâcher la pression, justement. Donc voilà, bouger, c'est aussi ben, justement faire du sport. Et je le disais tout à l'heure, c'est super important d'adapter Mhm. notre activité physique.
en fonction de l'état d'énergie dans lequel on est parce que notre année de business en tant qu'entrepreneur, elle n'est pas du tout linéaire. Mm. Donc, on ne peut pas se demander les mêmes efforts physiques à des périodes où on est sollicité de manière hyper intense au travail enfin, qu'il y a des périodes où on est tranquille. Donc, bien adapter ça. Il y a une entrepreneure qui fait un super taf à ce sujet qui s'appelle Élodie Leclerc et qui a créé une plateforme où justement elle aide les personnes à bouger, quelle que soit leur énergie, notamment dans les phases d'épuisement, etc., à rester en mouvement, mais sans se cramer non plus. Je trouve ça super intéressant. Ce que je conseille pour relâcher la pression, c'est aussi de pas s'isoler. Mm. Même si c'est tentant, des fois quand on commence, on a tendance à se couper, soit de la famille, soit des amis. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, un, parce qu'on a envie de bosser à fond, on est passionné, etc. Et aussi parce que des fois, on a un entourage qui ne comprend pas trop ce qu'on fait. Et du coup, comme on est mal entouré, ben, on préfère être seul que mal entouré. Mais tu vois, Euh, la limite, moi, j'ai pensé comme ça aussi pendant très longtemps. Parce que si tu demandes aujourd'hui à mes parents ce que je fais, ils seront pas capables de te répondre correctement. Et je m'en veux pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu es dans le feu de l'action, tu as envie d'en parler à tout le monde. Moi, j'en parlais tout le temps à mon mari, j'étais tout le temps dans le feu du truc, même à mon entourage. Je voulais absolument, absolument qu'on parle de taf, juste pour leur montrer que. mm, Et au mm, final, je me suis rendu compte que le fait que personne ne comprenne mon monde, aujourd'hui, j'en suis tellement contente. Mais vraiment, en fait, limite, je les remercie de ne pas faire partie de ce monde de l'entrepreneuriat. Même mon mm, père a une entreprise, mais on n'en parle jamais ou très très rarement. Parce que je pars du principe que si tu es tout le temps là-dedans, ben déjà, tu deviens de un la personne saoulante qu'on n'a mm, pas mm. forcément envie d'inviter parce que tu vas toujours être là à parler business. Mais surtout, ça te permet aussi, tu vois, de penser à autre chose, de te retirer de ce monde et d'avoir, comme tu le disais très bien, un pied hors business. Genre même vos livres, arrêtez d'acheter des livres business, lisez autre chose. Tellement. J'ai fait moi-même l'erreur de, tu vois, j'ai une bibliothèque entière, ben, ils sont tous dans les boîtes et je ne veux plus les voir. Je ne peux plus les voir en peinture parce que d'un côté, on va te parler d'une théorie, d'un autre côté, on va te parler d'un autre truc. Et après, le surlendemain, on va te parler d'un autre truc. Et au final, tu te dis, ok, c'était très intéressant, mais tu as juste rempli ton cerveau, tu n'as pas travaillé ta créativité et tu sais même pas par où commencer. Donc, encore une fois, de la charge mentale. Lisez des policiers, des Ouais. romances, du fantastique, ce que vous voulez, mais sortez de votre tête de là. Parce que en fait, moi, pendant un temps, j'ai vraiment eu peur d'être cette personne chiante, tu vois. Parce que je peux pas me définir autrement qu'à part à travers mes business. J'ai pas de passion, j'ai rien. Les gens, ils me connaissent parce que je travaille beaucoup et parce que je suis sur Internet. Génial. Tu fais quoi de ça? J'ai pas envie de devenir la personne chiante qui n'a pas de discussion, qui ne cultive pas sa créativité et que la seule chose qu'elle va maîtriser, c'est les stratégies business, les tunnels de vente et la création de contenu. Flemme. Enfin, à partir d'un certain moment, tu as envie aussi, tu vois, d'ouvrir ton scope. Donc, être bien entouré, oui. Être mal entouré, non. Mais par contre, être entouré de personnes qui comprennent pas ce que vous faites, je valide à 1 milliard de pourcents. Puis même, vous voulez que je vous dise, ça vous évitera les questions du style. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai publié mon Reels. Il a pas très bien performé. Est-ce que tu peux le regarder, s'il te plaît? Chose qui m'arrive tout le temps chez le coiffeur. Voilà. Ah oui, tellement. Mais tu vois, ce que tu dis, ça m'a fait penser à un autre point que j'avais envie de partager, c'est la nécessité de faire des vraies pauses, genre week-end, vacances, mais des vraies pauses, enfin par vraies pauses, j'entends justement sans livre business ou lié à votre activité, sans Instagram, sans YouTube, sans les podcasts et tout, parce que moi, comme plein d'entrepreneurs, je le sais, j'ai été cette meuf qui part en vacances et qui dit, bon, bah là, je débranche. Et en fait, genre, mon livre de chevet, bah, c'était un livre business. Au bord de la piscine, j'avais mon ordi sous le parasol et j'étais en train de regarder des formations en ligne sur la symptothermie quand j'étais naturopathe. On était en plein mois de juillet, c'était les vacances. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et en fait, je ne débranchais jamais. Mm. Je me mentais à moi-même. Et en fait, c'est un piège, je trouve, qui est enfin, c'est super facile de tomber dans ce piège-là parce que souvent, ce qu'on fait comme job maintenant, c'était notre passion dans notre vie d'avant. Et du coup, ce qu'on faisait sur nos temps libres dans notre vie d'avant, c'est ce qu'on fait maintenant en tant que travail. Mais du coup, on ne peut pas faire ça pendant notre temps de travail et pendant notre temps de chill, de repos, etc. Ça marche pas, sinon on est tout le temps en train de bosser. Ouais. Donc, du coup, c'est super, super, super important ce que tu as dit de couper pour de vrai.
Voilà, de ne pas être même sur son temps libre en train de lire ou d'écouter des podcasts. Par exemple, là, je disais tout à l'heure que j'allais marcher tous les jours. Mm. Maintenant, je m'interdis carrément d'écouter des podcasts business sur ce temps-là. Si j'ai envie d'écouter un podcast business, je le fais limite sur mon temps de travail. Mais quand je vais marcher pour mon bien-être, c'est pas du tout le moment pour moi d'écouter un podcast business. Ben, tu vois, ça me fait penser que moi, du coup, je suis en thérapie depuis 2 ans et demi. Et vu que je sors très peu de chez moi, ou c'est rare, tu vois, que je me dise en pleine journée, ah ben tiens, je vais aller me balader. Franchement, c'est très rare. Je me retrouve souvent dans ma voiture et souvent le fait que je sois toute seule en voiture, c'est le moment où j'écoute mes podcasts. Parce que du coup, mon conjoint, il parle pas français. Et du coup, il s'en fout des podcasts français, littéralement. Et du coup, à chaque fois, c'était pour moi la bonne excuse d'écouter un podcast. Sauf que il faut savoir que ou j'étais en direction du sport, donc un truc pour me relâcher la pression, ou j'étais en direction de ma thérapie, donc encore une fois, pour relâcher la pression. Et du coup, c'était hyper contradictoire parce que je me mettais dans une énergie business où il y avait plein de trucs à réfléchir, machin, c'était super intéressant. Sauf que l'énergie que ça me demandait après pour mon activité était contradictoire. Du coup, je n'arrivais pas à avancer, tu vois, c'était limite comme si tu avais une force qui te traînait parce que tu te mets pas dans de bonnes conditions. Du coup, je suis complètement d'accord. Écouter de la musique, écouter des trucs différents. Encore une fois, même la musique va stimuler votre créativité. Souvent, vous n'avez pas d'idée, mais c'est parce que vous ne musclez pas votre regard sur autre chose. Et pour moi, c'est vraiment entraîner votre œil. C'est pour moi une phrase qui a changé mon quotidien et qui a même changé ma vie littéralement, dans toute la perception que je vais avoir, même des choses, on en parlait très bien tout à l'heure, entre ce qu'on va voir et ce qui est réellement le cas, il y a un monde. Et ça va vous apporter aussi cette nuance-là. Moi, la seule petite chose aujourd'hui que j'ai vraiment envie qu'on aborde, et si vous devez garder qu'une seule chose en tête, c'est de vous fixer des deadlines raisonnables. Parce que quand on est entrepreneur, tout devient urgent, tout devient une priorité, tout doit être fait pour la veille. On se fatigue, on s'épuise. Comment est-ce que toi, tu fixes aujourd'hui tes deadlines sans t'épuiser, sans te mettre dans le jus, sans que ce soit une urgence absolue et que la Terre limite s'arrête de tourner? Parce que oui, quand on est entrepreneur, la Terre s'arrête de tourner, ça ne finit pas la to-do list. Du moins, c'était mon cas il y a quelques semaines encore. C'est clair. Alors, bah déjà, je pense que c'est super important de dire que c'est normal au début de ne pas savoir fixer des deadlines. Quand on fait les choses pour la première fois, ben voilà, on ne peut pas savoir combien de temps ça va nous prendre. On peut estimer au mieux, mais Mm, des fois, on tombe pas juste et c'est complètement normal. C'est vraiment l'expérience qui fait qui permet d'apprendre à fixer des deadlines de plus en plus justes. Donc voilà, je dirais que voilà, plus on est débutant, plus il faut prévoir ces périodes de mou là dont je parlais tout à l'heure. Donc moi, je continue de le faire aujourd'hui. Je prévois toujours du mou parce que je pars du principe qu'on n'est pas des robots et que mm, ça nous arrive d'être fatigué, ça nous arrive d'être malade, ça nous arrive d'avoir un imprévu perso qui fait qu'on prend du retard. Donc voilà, je prévois du mou. Et la fameuse méthode que j'utilise pendant les lancements, qui est la méthode du rétro-planning. Donc, en gros, je pars de la date, enfin, je pars de la fin du projet, même si je fixais pas encore la date. Je pars de la fin du projet et je vais comme ça à reculons fixer toutes les tâches, toutes les micro-tâches qu'il va falloir faire en amont en prévoyant du mou à chaque fois. Et je vois du coup de ce fait de combien de temps je vais avoir besoin mm, pour faire ce projet-là. Et c'est comme ça en fait que je fixe la date du projet en question. Et justement, en fait, j'allais dire, le fait de faire ce travail-là de rétro-planning réaliste et de vraiment prendre en compte les marges qu'il nous faut au cas où il y a un imprévu et tout, je trouve que c'est super intéressant pour mieux savoir fixer nos prix. Parce que mm. souvent, moi, j'ai plein de clientes voilà, qui se prennent pour des Wonder Woman, qui se mettent des emplois du temps pas possibles, qui disent, oh, bah, moi, mon lancement, je vais le faire en 2 semaines. Alors qu'en fait, il y a un mois et demi de taf. Et en fait, du coup, elle fixe un prix qui est ridicule par rapport à la quantité de travail que ça représente. Et du coup, je trouve que juste de visualiser sur papier combien de temps ça va te prendre de faire ce projet-là, ça te permet de voir que, en fait, tout ton taf, il a beaucoup plus de valeur que ce que tu crois. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant justement d'apprendre à fixer des deadlines réalistes. Aujourd'hui, combien de temps à peu près te prend la préparation d'un lancement versus quand tu étais au début, ça t'a pris combien de temps? Juste pour qu'on ait une tranche d'idée.
Eh ben, c'est super contre-intuitif, en fait, mais c'est très bien que tu me poses cette question. Moi, au début, j'étais complètement folle, hein, je préfère le dire. Mon premier lancement, mon premier gros lancement, j'ai prévu 3 semaines Ok. pour tout. J'ai Donc, fait ça. les emails de vente, les contenus de vente, le support d'une masterclass, la préparation à la masterclass, toutes les automatisations, enfin la totale, la page de vente, enfin la totale. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, j'ai beaucoup plus d'expérience qu'à l'époque, mais je mets plus de temps qu'à cette époque-là. Donc, je suis très contente que tu me poses cette question parce que si ça peut faire gagner du temps à quelqu'un d'entendre ça, voilà, aujourd'hui, je pars pas de zéro, comme je disais, je réutilise des contenus, j'ai des templates, je suis loin de partir de zéro. Et pourtant, maintenant, je dirais que euh, mon idéal, ça serait 1 mois et demi. J'y arrive pas trop parce qu'il y a plein de trucs à faire et tout. Mais je mets plus d'1 mois, je dirais peut-être 4 ou 5 semaines, un truc Ouais, comme pareil. ça. Ouais, pareil. Et c'est marrant parce que j'ai un peu la même approche que toi. C'est-à-dire qu'avant, vu que j'étais tellement dans la fougue, bah, en 2 semaines, tranquille, ça va le faire, ça passe. Ça passait, hein, attention, ça passait. Mais à À quel quel prix? prix? Ouais, à quel prix? Et difficilement, douloureusement, mais ça passait Ouais. quand même. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as cette conscience aussi où tu sais que ton bien-être mental est tellement important dans ce genre de phase que si tu veux pas arriver épuisé le dernier jour du lancement, alors que c'est le jour le plus important, euh, tu dois quand même avoir un fil conducteur lié à tout ça. Comment est-ce qu'on fait si on a envie justement de développer tout ce dont on a évoqué aujourd'hui, d'avoir un bon rétro-planning, de réussir à se développer de la meilleure manière tout en prenant soin de soi, sans s'épuiser, sans rentrer ni dans le burn-in, ni dans le burn-out, ni même probablement dans une fatigue parce que tout sera anticipé et contrôlé. Comment est-ce qu'on fait si on veut le faire avec toi? Quels sont tes projets? Comment on fait pour travailler avec toi? Alors, bah, comme je le disais, moi, j'ai créé il y a bientôt 2 ans un programme qui s'appelle la Naturo Business School. C'est un programme complet dans lequel j'aide les naturopathes à créer une activité rentable justement sans s'épuiser. C'est pas seulement une formation en ligne, c'est vraiment un accompagnement. Il y a certes la vidéo, la méthode en vidéo, mais il y a aussi tous les documents prêts à l'emploi qui font gagner un temps de fou. Il y a une communauté pour échanger avec d'autres naturopathes. Il y a moi en backup, en illimité pendant 6 mois, plus des séances individuelles. Ce programme-là, je suis en train d'en faire une refonte actuellement. Donc la refonte, elle verra le jour en début d'année prochaine, début 2025. Mais en attendant, le programme actuel est toujours accessible et la version mise à jour sera accessible gratuitement à toutes les personnes qui rejoignent le programme. Donc on va dire que ça, c'est le gros projet de l'année, la refonte de ce programme-là. De toute Et façon, justement, pour pas m'épuiser, j'en ai fait une priorité et je me disperse pas sur plein de projets. Et voilà, j'en fais mon focus principal en ce moment. je vous mets toutes les informations dans les notes de cet épisode de podcast. Comme ça, si vous voulez aller voir, si vous voulez consulter, voire même si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à envoyer un message directement à Tanit. Un grand merci à toi pour ce partage qui a été hyper bienveillant et hyper transparent. Quand bien même, on va pas parler de success story, on va pas parler de travail acharné pendant 15 heures, etc. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous transmettre un petit peu plus de légèreté et un petit peu plus de lâcher prise sur votre rythme parce que vous êtes des humaines et vous avez le droit parfois d'être fatigué, mais de ne pas aller dans le burn-in ni même dans le burn-out. Donc un grand merci à toi et moi je te dis à très bientôt. À très bientôt encore. Merci Marie.